Chers et chers collègues, mesdames, messieurs les intervenants au colloque, mesdames, messieurs, il fait chaud, mais merci quand même d'avoir trouvé le chemin. Et puis, on m'a promis que la clim va se renforcer un peu, donc elle est bien mise en place. Donc, j'espère que vous n'allez pas avoir des soucis. Si vous voulez tomber vos vestes, tout à fait possible. Donc, sentez-vous à l'aise. Donc, je suis très heureux de vous accueillir pour ce colloque Jules Oppert et la sérologie de son temps, co-organisé par le professeur Dominique Charpin, titulaire de la chaire Civilisation mésopotamienne, et mission Antoine Jacquet, chercheur attaché à cette même chaire. Ce colloque commémore deux événements. Le 151, mais il faudrait dire le 151e anniversaire de la première chaire en assyriologie, qui a été créée donc en 1874 pour Jules Oppert, que vous voyez ici, chaire qu'il va occuper jusqu'à sa mort en 1905. Il commémore également le bicentenaire de sa naissance, puisque Jules Oppert est né en 1825. Mais on ne restera pas dans la géographie, il s'agira plutôt de mettre en lumière l'héritage exceptionnel que ce savant a laissé dans l'étude des civilisations antiques. Comme le disent les organisateurs, donc s'il ne s'agit pas d'une simple célébration, ce colloque s'inscrit d'une manière plus large dans une recherche sur l'histoire de la sérologie, projet mené dans le cadre de la chaire Civilisation mésopotamienne, et une recherche qui, à l'instar de ce colloque, vise à explorer l'émergence de cette discipline. À travers 14 communications, vous les avez ici, utilisant des sources parfois inédites, cette manifestation permettra de redécouvrir Jules Oppert et son rôle important dans le cadre de l'émergence de la sérologie. Je ne vais pas résumer toutes les contributions, donc juste pour vous dire, le colloque va commencer par évoquer la vie de Jules Oppert de Hambourg à Paris, ainsi que l'expédition scientifique en Mésopotamie à laquelle il a pu participer et qui lui permit d'identifier les ruines de Babylone. On entendra ensuite des communiqués qui mettront en lumière la découverte de la Syrie, les tablettes de Ninive, le déchiffrement de l'Akkadien. Et ensuite, si vous regardez les contributions de l'après-midi, seront consacrés à l'environnement scientifique de Jules Oppert, à ses collègues, orientalistes notamment, parmi lesquels également à certains Paul de Lagarde, qui, tout étant un antisémite notoire, entretint un échange épistolaire important avec Oppert. On conclura cette journée par l'héritage d'Oppert au Collège de France, par une présentation de la bibliothèque d'assyriologie, et ensuite par une visite de la magnifique exposition sur Jules Oppert et le début de la sérologie à l'Institut des civilisations que nous avons pu ouvrir mardi. Alors Jules Oppert, vous allez le voir, nous le verrons, a été en contact avec un nombre important de savants de son époque. Évidemment, on ne peut pas être exhaustif, et donc je voudrais ajouter un personnage qui ne figure pas dans les intitulés des communications de cet après-midi, un dénommé Ernest Renan. Oppert et Renan étaient en même temps professeurs au Collège de France. Renan a été, dès 1883, administrateur du Collège de France, donc en quelque sorte le patron de Oppert, si on peut dire comme ça. Et les deux ont en effet dû se côtoyer dans les couloirs du Collège de France. Mais on connaît très peu, en fait, la manière dont ils se sont côtoyés. Je ne sais pas, peut-être je n'ai pas trouvé les sources. Je crois, Dominique, tu l'avais dit une fois que, en fait, dans les biographies de Renan, on ne parle pas beaucoup de ses relations avec Oppert. Mais nous savons que les deux orientalistes sont affrontés au sujet de la langue assyrienne, à laquelle Renan voulait d'abord contester le caractère de langue sémitique. La vigueur de l'affrontement de ces deux savants s'explique peut-être aussi par une certaine rivalité dans laquelle ils se trouvaient, puisque en mars 1861, Renan, au retour de sa mission en Phénicie, fut candidat à une chaire au Collège de France, et Oppert était aussi parmi les prétendants à cette chaire qu'il n'avait pas eu tout de suite. Il a dû attendre un peu plus longtemps avant de devenir professeur au Collège de France.
Il a écrit une réponse, donc Oppert a écrit une réponse à un article critique de M. Ernest Renan, paru dans la revue orientale et américaine de 1859, où il réagit à cette critique de son système de déchiffrement des inscriptions cunéiformes par Renan, article de Renan qui était paru dans le journal des savants de l'Académie des inscriptions des belles-lettres. Renan s'était alors mis, et on a du mal aujourd'hui à comprendre, mais il s'était mis à contester à l'acadien son caractère de langue sémitique, et comme le constate Oppert, il le dit dans son article, cette opinion de Renan n'était pas partagée, il dit, ni par les collègues de l'Institut, ni par les professeurs du Collège de France. Alors, on ne sait pas quel professeur du Collège de France il fait allusion, mais apparemment, il en a consulté certains. Oppert reproche à Renan des positions plus idéologiques que scientifiques, je le cite, poussées par des considérations ethnologiques très contestables. M. Renan a d'abord contesté le sémitisme des Assyriens, tout en admettant désormais un fond sémitique. Suite aux différentes interventions et publications d'Oppert, Renan, vous le savez, a finalement dû changer d'avis par rapport à sa manière de voir les textes akkadiens. Pour plus de détails, je vous renvoie d'ailleurs à une communication très intéressante de Dominique Charpin de 2012, qui était donc présentée dans un colloque de rentrée consacré à Ernest Renan, communication intitulée « Renan, un sémitisant au berceau de l'assyrologie ». Alors, autre sujet que je voudrais brièvement aborder, mais Renan sera toujours un peu là, c'est la manière dont Oppert utilisait la Bible dans le cadre de ses enquêtes assyriologiques. En ce qui concerne la Bible, Oppert n'était apparemment pas très au courant des approches historico-critiques qu'il aura dû connaître, en fait, qui se développaient à son époque, notamment en Allemagne, et qui passionnaient, en fait, son collègue Renan. Donc là, ce n'était pas une passion partagée. Dans une prise de position contre Friedrich Delitzsch dans la fameuse polémique Babel ou la Bible, donc der Babel-Bibelstreit, publiée en 1903 dans la revue Ost und West, Illustrierte Monatsschrift für das gesamte Judentum, il répondit d'une manière très véhémente à Delitzsch en lui reprochant à juste titre de vouloir transformer toute la Bible en un plagiat babylonien. Mais tout en affirmant que la rédaction des textes bibliques s'étale sur plusieurs siècles, Oppert considère les figures d'Abraham et de Moïse comme des personnages historiques sans aucune critique. Abraham est pour Oppert le premier monothéiste et Moïse inspiré par le pharaon monothéiste Akhenaton. L'intérêt de Oppert pour la Bible devait aussi le conduire aux épineux problèmes de sa chronologie et la chronologie des rois assyriens. Donc en 1869, Oppert publie un texte intitulé « La chronologie biblique fixée par les éclipses des inscriptions cunéiformes et en conformité avec les textes de la Bible ». Donc c'était paru dans les annales de philosophie chrétienne. Je ne sais pas pourquoi aller chercher cette revue-là. Donc dans cet article, il tenta sans succès et d'une manière assez aventureuse de faire concorder la chronologie biblique avec celle des Chaldéens. Le problème de la chronologie biblique est qu'elle n'existe pas en tant que telle et qu'il faut d'abord la reconstituer. Donc c'était un peu un cercle vicieux, ce qui ne posait apparemment pas trop de problèmes à Oppert. Donc je pense qu'Oppert aurait dans ces questions pu consulter Renan, comme Renan aura dû mieux lire les écrits de Oppert sur les langues akkadiennes et sumériennes. Donc l'histoire croisée de Oppert et Renan est aussi une histoire d'occasion manquée. Une histoire qui rappelle l'importance de l'interdisciplinarité. Dans ce colloque, il sera également question d'histoire croisée, mais évidemment sans manquement, vous allez le voir. Donc je remercie encore une fois tous les intervenants de leur contribution et bien sûr Dominique Charpin, Antoine Jacquet pour l'organisation et vous toutes et tous venus ce matin pour mieux connaître le personnage de Julius Oppert et l'origine de la syrologie. Et je donne la parole à Dominique. Je pense. Bonne journée et bon colloque. Voilà, donc vous voyez que
j'obéis à notre administrateur et je suis, contrairement à mon habitude, sans veste et sans cravate. Je préfère, à mon âge avancé, tenir le coup jusqu'à ce soir dans une tenue plus décontractée que de coutume. Et je dis cela puisque ceux qui nous verront ensuite sur les vidéos ne pourront pas voir les 33 degrés, ressentir les 33 degrés qu'on nous promet pour cet après-midi. Donc on espère que la climatisation pourra nous aider à survivre. Comme l'a indiqué Thomas Romer, le 1er janvier 2024 a marqué les 150 ans de la création d'une chaire d'assyriologie au Collège de France, qui fut occupée pendant plus de 30 ans par Jules Aupert, jusqu'à sa mort en août 1905. Il avait dépassé 80 ans, à une époque où il n'y avait pas de retraite obligatoire. Et donc, le colloque qui s'ouvre aujourd'hui aurait pu se tenir déjà l'an dernier, mais nous avons choisi une date plus ronde, car 2025 correspond au bicentenaire de la naissance de Jules Aupert. L'événement n'a pas été retenu par la mission des commémorations nationales. Si vous allez sur le site de France Mémoire, vous verrez que l'Institut de France cite pour 1825 la naissance de l'architecte Charles Garnier ou celle du neurologue Jean-Martin Charcot. Aupert aurait pu trouver sa place dans cette liste, mais il est vrai qu'elle est limitée chaque année à 50 anniversaires de personnalités, œuvres ou événements. Il revient donc au Collège de France que ce bicentenaire ne soit pas oublié. Et ce serait en effet bien injuste. Quiconque lit les nécrologies publiées après la mort d'Aupert en 1905 ne peut manquer d'être frappé par leur longueur et surtout par leur ton extrêmement louangeur, à part un ou deux plus réservés. Et ces louanges, eh bien, Aupert les a bien méritées. Il fait partie de ces savants qui se sont plongés très tôt dans ce qui devait devenir leur domaine de recherche. Songez qu'à 22 ans, il avait déjà publié son premier travail, un opuscule de 45 pages sur le système phonologique du vieux perse. Et 5 ans plus tard, il était sur le terrain comme membre de l'expédition scientifique en Mésopotamie de Fulgence Fresnel, dont Nicole Chevalier nous parlera dans un instant. Et à partir de 1855, ses publications ne cessèrent pas. Elles lui valurent de nombreux signes de reconnaissance, notamment le prix biennal de l'Institut en 1863, sa chaire au Collège de France en 1874, un fauteuil à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1881, le grade de chevalier puis d'officier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Et arrivé à ce point, vous me permettrez une anecdote que je tiens de Rémy Aupert, arrière-petit-fils de Jules. Un jour que son ancêtre était reçu par l'empereur Napoléon III, un honneur de plus, l'huissier lui demanda comment il devait le présenter. Aupert dit « spécialiste de cunéiforme ». L'huissier refusa de blesser les impériales oreilles avec un mot qui commençait de si fâcheuse manière. « Cunéiforme » a-t-on idée? Mais revenons au début. On avait très vite repéré sur les inscriptions rupestres de Perse, notamment à Behistun, l'existence de 2 écritures cunéiformes différentes. D'abord, le cunéiforme qu'on appelait alors arien. Il servait à noter le vieux perse de manière quasi alphabétique et a été déchiffré entre 1802, Grotefend, et 1851. Et Aupert s'est d'abord fait connaître par ses contributions à ce travail, à la suite donc de Grotefend et aussi d'autres savants, dont son propre maître Christian Lassen. Mais un deuxième système cunéiforme restait à déchiffrer, celui dans lequel étaient notées les inscriptions des rois assyriens et qui était beaucoup plus compliqué. Et Aupert le désignait comme an-arien. Donc ça fait partie du vocabulaire qui a disparu de nos jours, mais qu'il faut avoir en tête lorsqu'on relit les publications du XIXe siècle. Les 2 pionniers de son déchiffrement ont été incontestablement Edward Inks et Henry Rawlinson, mais aucun des deux ne possédait de formation linguistique universitaire
au contraire d'Oppert, qui a approfondi et complété leurs découvertes et surtout les a organisées en un système. Et nous sommes heureux d'avoir parmi nous Kevin Cathcart, qui a organisé à Dublin, il y a 30 ans, un colloque analogue à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Hincks et qui nous parlera des contributions respectives de ces trois savants. Si Oppert est venu à Paris en 1847, c'est que, appartenant à une famille juive, il ne pouvait espérer faire carrière dans les universités allemandes où il avait été formé. Et il a toujours été très reconnaissant à la France de l'avoir accueilli, et Dominique Bourrel nous parlera de sa triple culture juive, allemande et française. Mais ce furent les Anglais, en la personne d'Austin Layard, qui découvrirent la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, et Oppert a compris immédiatement l'importance de cette découverte, et il fit dès 1855 des séjours au British Museum de Londres, et son étude des originaux a été complétée par son utilisation des photographies de Roger Fenton, comme je le montrerai en fin de matinée. Et puis, comme beaucoup de déchiffreurs, c'est quelque chose d'assez frappant, Oppert avait manifesté dès sa jeunesse un très fort goût des mathématiques. Et c'est sans doute ce qui explique en partie son appétit pour la chronologie, dont Thomas Römer vient de nous parler, et c'est un point qui sera développé par Lionel Marty en fin de matinée avec l'étude des listes d'éponymes néo-assyriens. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux que ce colloque ait été l'occasion de découvertes. Sylvia Laura, avec son groupe Gresso, souligne depuis une douzaine d'années l'importance des recherches à mener dans les archives, qui livrent notamment des correspondances passionnantes. Elle en donnera avec Marco Bonecchi un exemple de plus dans le cas d'Archibald Sayce. C'est aussi la voie choisie par plusieurs autres communications. Thomas Gersen nous parlera ainsi de la correspondance d'Oppert avec l'orientaliste de Göttingen Paul de Lagarde. Brigitte Lyon, Cécile Michel et Emma Peel s'attacheront à la correspondance d'Oppert conservée à l'Institut. Enfin, je vous communiquerai ce que j'ai exhumé aux Archives nationales et en dépouillant les actes des congrès internationaux des orientalistes. Ces pièces permettent de mieux comprendre l'étendue du réseau qu'Oppert constitua peu à peu et qui lui permit de devenir une figure de premier plan dans l'orientalisme de son époque et même au-delà. Nous avons souhaité élargir le propos en ne nous limitant pas à Oppert lui-même. Certains de ses contemporains seront donc présentés, comme le magistrat Joachim Menant, dont Farah Thomas a étudié la correspondance inédite. Laurent Coulon nous parlera d'un égyptologue de 20 ans plus jeune qu'Oppert, mais entré la même année que lui au Collège de France, Gaston Maspero. Et Ben Foster, dont les travaux sur l'histoire de la syriologie sont bien connus, nous présentera les rares étudiants américains venus à Paris entre 1875 et 1900. On aurait pu étudier d'autres contemporains d'Oppert, comme Eugène Ledrin, avec qui il fonda la revue d'assyriologie, mais il a fallu choisir et nous souhaitions nous limiter à une journée de colloque. Notre colloque ne prétend pas non plus présenter une image complète des recherches d'Oppert. Cela n'aurait pas été possible en une journée. Rien ne sera dit de ses travaux de métrologie, un domaine qu'il affectionnait particulièrement. Rien non plus sur le sumérien, en dépit de l'invitation faite à plusieurs sumérologues, mais qui avaient tous une bonne raison de ne pouvoir se joindre à nous aujourd'hui. Un tel colloque n'est pas une opération hagiographique. Oppert n'était pas un saint. Certains savants ont été blessés par les sarcasmes qu'il distribuait, en général à bon escient, mais pas toujours. Il lui est arrivé d'être injuste. Une de ses victimes, par exemple, fut le père Scheil, avec qui il se brouilla à la fin de sa vie. Oppert avait tellement bataillé dans ses jeunes années pour faire admettre ses idées qu'il souhaitait que tous lui en aient constamment de la reconnaissance. Et cette exigence s'accrut au fil du temps. Son drame fut de perdre progressivement la vue, ce qui pour un épigraphiste n'est pas pratique. Il eut de graves problèmes ophtalmologiques dès 1874. Il écrivait par exemple « Cette partie de mon travail, à cause d'une maladie d'yeux, a été dictée, et les calculs, même les plus difficiles, ont été faits de tête. Il est donc possible que, malgré le soin que j'y ai mis, quelques fautes m'aient échappé.
J'en appelle à la bienveillance du lecteur. C'est sans doute la raison pour laquelle l'étude des inscriptions découvertes à Tello, à partir de 1877, fut rapidement confiée à Arthur Amyot, devenu maître de conférence à l'EPHE en 1881, avant que François Thureau d'Angin ne prenne la relève. Nous avons voulu terminer par une perspective positive. En parlant de l'héritage laissé par Oppert, il est clair que nos manuels de signes sont les descendants directs de la liste dressée par Oppert en 1859 dans le tome 2 de l'expédition scientifique en Mésopotamie. Et il a créé une tradition assyriologique au Collège de France qui perdure jusqu'à nos jours. Lorraine Marchex nous présentera l'histoire du cabinet d'assyriologie, aujourd'hui intégré à la bibliothèque du Proche-Orient ancien. Ce colloque est certainement le premier qui soit consacré à Jules Oppert. Nous sommes sûrs qu'il permettra de mieux comprendre tout ce que ce savant exceptionnel a fait pour l'assyriologie et l'orientalisme en général, et dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Il ouvrira aussi, à n'en pas douter, des pistes que nous suivrons pour mieux comprendre cette personnalité complexe de la seconde moitié du XIXe siècle, une époque où, comme aujourd'hui, les repères bougeaient beaucoup et rapidement. Et je crois que nous allons pouvoir commencer notre colloque. Nello Ziegler va présider la première séance.